Salut Dorian. Ah, pour tes 13 ans, je voulais te faire un cadeau un peu original, dans ces circonstances très particulières du confinement. Donc mon grand, je veux te lire une nouvelle de Jack London. Jack London, c'est un aventurier, un écrivain qui vivait à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et il nous a écrit une nouvelle absolument extraordinaire qui s'appelle Construire un feu. Je sais que toi-même, t'aimes bouger, t'aimes la danse, et tu as un grand esprit aventurier. Alors cette nouvelle, je te la dédie. Construire un feu. Le jour pointait, gris et froid, très gris et très froid, quand l'homme quitta la piste de Yukon et escalada la berge abrupte où s'ébauchait un sentier peu fréquenté qui s'en allait vers l'est à travers l'épaisse sapinière. La pente était raide, et se donnant le prétexte de regarder sa montre, l'homme s'arrêta au sommet afin de reprendre haleine. Il était 9 heures. On ne voyait pas le soleil. Pas un soupçon de soleil, bien qu'il n'y eût aucun nuage. Le ciel était clair et pourtant la face des choses semblait imperceptiblement voilée. Une tristesse subtile assombrissait le jour, et cela était dû à l'absence de soleil. L'homme n'en ressentait pas une inquiétude, et il était habitué à l'absence de soleil. Il y avait des jours et des jours qu'il n'avait vu le soleil, et il savait que quelques jours encore devaient s'écouler avant que ce globe joyeux, dans sa course vers le sud, se montre un instant au-dessus de l'horizon pour disparaître aussitôt. Il se retourna et contempla le chemin qu'il avait parcouru. Le Yukon s'étalait, large d'1 mile et caché sous 3 pieds de glace. Et cette glace était ensevelie sous autant de pieds de neige. Tout était d'un blanc pur, avec de légères ondulations, là où des blocs s'étaient entassés lorsque le gel avait saisi le fleuve. Au nord et au sud, aussi loin que portait son regard, l'homme ne voyait que blancheur interrompue. Seulement par un mince trait sombre et sinueux qui apparaissait, au sud, au détour d'une île couverte de sapins et serpentait, sinueux, vers le nord, où il s'effaçait derrière une autre île couverte de sapins. Ce mince trait sombre était la piste, la grande piste, qui menait au sud à 500 miles, à Chilcolt Pass, à Dia et à l'eau salée, et qui menait au nord, à 70 miles, à Dawson, puis encore plus au nord, à 1 millier de miles, à Nulato, et enfin à Saint-Michael, sur la mer de Bering. 1 millier de miles, et encore un demi-millier. Mais tout cela, la piste mystérieuse, lointaine, mince comme un cheveu, l'absence de soleil dans le ciel, le froid terrible, l'atmosphère étrange et fantastique, l'homme n'en était pas impressionné. Ce n'était pas à cause d'une longue habitude. Il était un nouveau venu dans la région, un chiaco, et c'était son premier hiver. Ce qui lui faisait défaut, c'était l'imagination. Il avait l'esprit vif et avisé quant aux choses de la vie, mais seulement aux choses, pas à leur signification. 50 degrés au-dessous de zéro représentaient 80 et quelques degrés de gel. Je vous parle bien sûr ici en degrés Fahrenheit. 50 degrés Fahrenheit correspond à peu près à moins 46 degrés Celsius. Sachez que 32 Fahrenheit est égal à 0 degrés Celsius. 50 degrés au-dessous de zéro représentait la morsure douloureuse d'un froid contre lequel il convenait de se protéger au moyen de moufles, de cache-oreilles, de mocassins chauds et de gros chaussettes. 50 degrés au-dessous de zéro. C'était pour lui tout simplement 50 degrés au-dessous de zéro. Qu'il pût y avoir là davantage était une idée qui ne lui était jamais venue à l'esprit. Au moment de reprendre sa route, il cracha, par curiosité. Une brève explosion crépita qu'il fit sursauter. Il cracha de nouveau, et de nouveau en l'air avant d'avoir atteint la neige. Et son crachat crépita. Il savait qu'à moins 50, la salive crépite sur la neige. Mais celle-ci avait crépité en l'air. Sans aucun doute, il faisait plus froid que moins 50. Plus froid de combien? Il l'ignorait. Mais la température n'importait guère. Il se rendait à la vieille concession, sur la branche gauche de Anderson Creek, où les gars se trouvaient déjà.
Il était arrivé de la région de l'Indian Creek en franchissant la ligne de partage des eaux, tandis que lui faisait le tour afin d'examiner les possibilités de se fournir en rondins, au printemps, sur les îles de Yukon. Il atteindrait le camp vers 6 heures, un peu après la tombée de la nuit, certes, mais les gars l'attendraient. Un feu flamberait et un dîner chaud serait prêt. Quant à son déjeuner, il tâta de la main la grosse bosse qui saillait sous sa veste, sous sa chemise aussi et enveloppée dans un mouchoir à même sa peau nue. C'était le seul moyen d'éviter que les biscuits ne gèlent. Il eut un sourire de satisfaction à la pensée de ces biscuits, tous fendus en deux, imprégnés de lard fondu et refermés sur une tranche généreuse de lard frit. Il s'enfonça sous les grands sapins. La piste était indistincte. Il était tombé à un pied de neige depuis le passage du dernier traîneau. Et l'homme se félicitait de voyager à pied, sans bagages. De fait, il ne portait rien, hormis le déjeuner emballé dans son mouchoir. Tout de même, ce froid l'étonnait. Sûr qu'il fait froid, se dit-il en frottant ses mains chaussées de moufles, son nez et ses pommettes engourdies. Il avait une barbe fournie, mais la toison de son visage ne protégeait ni les hautes pommettes, ni le nez qui pointait ardent et agressif dans l'air glacial. Un chien trottait sur ses talons, un gros chien de traîneau indigène, véritable chien loup à la robe grise que rien dans son aspect, ni dans son caractère, ne différenciait de son frère loup sauvage. L'animal se sentait déprimé par ce froid terrible. Il savait que ce n'était pas un temps pour voyager. Son instinct lui parlait plus juste qu'à l'homme, son jugement d'homme. En réalité, il ne faisait pas seulement plus froid que -50. Il faisait plus froid que -60, que -70. Il faisait 75 degrés au-dessous de zéro, ce qui correspond à peu près -60 degrés Celsius. Puisque l'eau gèle à 32 degrés au-dessous de zéro, cela représentait 107 degrés de gel. Le chien ignorait tout des thermomètres. Peut-être n'y avait-il dans son cerveau nulle conscience précise d'une froidure extrême. Mais la bête possédait un instinct. Oppressée par une appréhension vague et menaçante, elle filait doux sur les talons de l'homme en guettant avidement son moindre geste insolite, comme si elle s'attendait à le voir établir un campement ou chercher quelque abri et allumer un feu. Le chien avait appris le feu, et il voulait du feu, ou alors creuser la neige pour y blottir sa chaleur à l'abri de l'air. L'humidité glacée de son souffle s'était déposée sur sa fourrure en une fine couche de givre, surtout sur ses mâchoires, son mufle et ses cils, blanchis par son haleine cristallisée. La barbe et la moustache rousse de l'homme étaient givrées, elle aussi, mais couverte d'un dépôt plus compact, fait de glace et qui augmentait à chaque bouffée tiède de sa respiration. De plus, il chiquait, et la muselière de glace lui tenait les lèvres, si étroitement fermées qu'il était incapable de projeter le jus de tabac à distance. Il en résultait une barbe de cristal, de la couleur et de la solidité de l'ambre qui s'allongeait sur son menton. Si l'homme tombait, elle se briserait comme du verre, s'éparpillerait en menus fragments. Mais cet appendice ne le dérangeait pas. C'était le tribut que payaient tous les chiqueurs dans ce pays, et il avait déjà 2 fois fait l'expérience du froid. Pas un froid tel que celui-ci, et il savait, mais au thermomètre à alcool de 60 miles, il se rappelait qu'on avait enregistré -50 et -55. Il parcourut plusieurs miles à travers bois sur terrain plat, traversa une fange semée de touffes noires et descendit la berge du lit gelé d'un ruisseau. C'était Anderson Creek, et il savait qu'il se trouvait à 10 miles de la fourche de la rivière. Il regarda sa montre. Il était 10 heures. Il faisait 4 miles à l'heure, et il calcula qu'il arriverait à la fourche à 12h30. Il décida de fêter là cet événement en y mangeant son déjeuner. Découragé, la queue basse, le chien lui emboîta le pas quand il se mit à longer le ruisseau. Le sillon de l'ancienne piste était bien visible, mais une épaisse couche de neige
recouvrait les traces des derniers traîneaux. Depuis un mois, personne n'était passé dans un sens ni dans l'autre par cette vallée silencieuse. L'homme allait d'un pas régulier. Il n'était guère enclin à penser, et à ce moment précis, il ne pensait à rien. Sinon à la perspective de déjeuner à la fourche et de rejoindre les gars au camp vers 6 heures. Il n'y avait personne à qui parler. S'il y avait eu quelqu'un, parler eût été impossible à cause du masque de glace qui lui scellait la bouche. Il continuait dans sa marche monotone, toujours chiquant et allongeant sa barbe d'ambre. De temps à autre, la conscience lui revenait qu'il faisait très froid, qu'il n'avait jamais connu pareil froid. Tout en marchant, il se frottait les pommettes et le nez avec le dos d'une moufle. C'était un geste machinal, et il changeait de main régulièrement. Mais il avait beau frotter, dès l'instant où il s'arrêtait, ses pommettes s'engourdissaient, et l'instant d'après, le bout de son nez s'engourdissait, encore et encore. Il était certain que ses joues allaient geler. Il le savait, et eut un spasme de regret à l'idée de ne s'être pas fabriqué un cache-nez, du genre de celui que portait Bud par grand froid. Un tel cache-nez passait aussi devant les joues et les protégeait. Peu importait, après tout. Qu'était-ce que des joues gelées? Un peu douloureux, rien de plus. Ce n'était jamais bien grave. Si vide qu'il eut l'esprit, l'homme observait avec une attention intense les divers aspects du ruisseau, ses méandres, ses crochets, ses amoncellements de bois mort. Et toujours il surveillait avec soin les endroits où il posait les pieds. À un moment, juste après une courbe, il broncha soudain, tel un cheval effrayé, s'éloigna de l'endroit où il venait de marcher et recula de plusieurs pas sur la piste. Le ruisseau, il le savait, était gelé jusqu'au fond. Aucun ruisseau ne pouvait contenir d'eau dans cet hiver arctique. Mais il savait aussi qu'il existait des sources qui jaillissent des berges et couraient sous la neige par-dessus la couche de glace. Il savait que même lors des plus grands froids, ces sources ne gelaient jamais, et il en connaissait le danger. C'étaient des pièges. Elles cachaient sous la neige des mares qui pouvaient être profondes de 3 pouces ou de 3 pieds. Parfois une pellicule de glace les recouvrait, épaisse d'un demi-pouce, et à son tour recouverte de neige. Parfois des couches d'eau alternaient avec des couches de glace, de sorte que si l'on passait à travers, on continuait à s'enfoncer quelque temps, en se mouillant parfois jusqu'à la taille. C'est pourquoi il avait été saisi d'une telle panique. Il avait senti le sol céder sous ses pas et entendu craquer de la glace dissimulée par la neige, et se mouiller les pieds par une telle température. Cela signifiait ennui et danger. Au mieux, cela signifiait retard, car il serait obligé de s'arrêter pour construire un feu, et sous sa protection, se déchausser, le temps de faire sécher ses bas et ses mocassins. Il s'arrêta, étudia le lit du ruisseau et ses berges, et conclut que l'eau coulait de la droite. Il réfléchit un instant, tout en se frictionnant le nez et les joues, puis fit un détour par la gauche, en marchant avec précaution et en s'assurant de chaque pas. Sitôt hors de danger, il s'offrit une nouvelle chique et reprit son allure de 4 miles à l'heure. Habituellement, la neige avait au-dessus de ces mares cachées un aspect un peu affaissé, comme cristallisé qui annonçait le danger. Une seconde fois pourtant, il n'en évita une que de justesse, et une autre fois encore, devinant le risque, il obligea le chien à passer le premier. Le chien ne voulait pas y aller. Il refusa jusqu'à ce que l'homme le pousse en avant, et alors il se hâta de traverser la surface blanche et lisse. Soudain il s'enfonça, pataugea vers la rive et réussit à reprendre pied sur un sol plus ferme. Il s'était mouillé les pattes de devant, et presque aussitôt l'eau commençait à s'y transformer en glace. Le chien s'efforça rapidement de se lécher les jambes, puis, se laissant tomber sur la neige, se mit à mordre la glace qui s'était formée entre ses doigts. C'était une affaire d'instinct. Tolérer là cette glace lui vaudrait des pieds blessés. Il ne le savait pas. Il ne faisait qu'obéir à une injonction mystérieuse montant du plus profond de son être. Mais l'homme savait, ayant pu se former une opinion en la matière,
et il ôta la moufle de sa main droite afin d'aider le chien à arracher les particules de glace. Il n'exposa pas ses doigts plus d'une minute et fut étonné de la vitesse à laquelle ils s'engourdirent. Oui, certes, il faisait froid. Il réenfila sa moufle en hâte et se frappa sauvagement la main contre son torse. À midi, le jour atteignait son apogée. Le soleil se trouvait néanmoins trop au sud, sur sa route hivernale pour franchir l'horizon. La courbure de la terre s'interposait entre l'Ast et Anderson Creek, où l'homme marchait, sans ombre, en plein midi, sous un ciel clair. À midi et demi, à la minute près, il atteignit la fourche du ruisseau. Ah, il était satisfait de son allure. Il la maintenait. Il aurait certainement rejoint les autres à 6 heures. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour prendre son déjeuner. Ce geste ne lui prit pas plus d'un quart de minute, mais en ce bref instant, l'engourdissement s'empara de ses doigts dénudés. Au lieu de remettre sa moufle, il se frappa fort les doigts une douzaine de fois contre la jambe, et puis il s'assit pour manger sur un tronc enneigé. La morsure provoquée par le choc des doigts contre la jambe cessa si rapidement qu'il en fut surpris. Il n'avait pas eu le temps de mordre dans un biscuit. Il recommença de se battre les doigts, remit sa moufle et sortit son autre main dans le but de manger. Il tenta de prendre une bouchée, mais sa muselière de glace l'en empêcha. Il avait oublié de construire un feu pour se dégeler. Il gloussa de sa sottise, et tout en gloussant, remarqua l'engourdissement qui était en train de gagner ses doigts découverts. Il remarqua aussi que la piqûre qu'il avait d'abord sentie dans ses orteils lorsqu'il s'était assis en train de passer. Il se demanda si ses orteils étaient chauds ou gourds. Il les remua dans ses mocassins et conclut qu'ils étaient gourds. Il remit hâtivement sa moufle et se leva. Il avait un peu peur. Il battit des pieds jusqu'à ce que la sensation de piqûre y revienne. C'est sûr qu'il fait froid, pensait-il. Ce type de Sulphur Creek avait dit vrai quand il avait raconté combien il pouvait faire froid parfois dans ce pays. Et il en avait ri sur le moment. Pas d'erreur, il faisait froid. Il continua d'aller et venir en tapant des pieds et en battant des bras, jusqu'à ce que la chaleur recouvrait le rassure. Alors il sortit ses allumettes et entreprit de faire un feu. Il trouvera du combustible dans le sous-bois, où les crues du dernier printemps avaient entassé une provision de branches mortes. Et commençant avec prudence, petitement, il obtint bientôt un brasier ronflant devant lequel il fit fondre la glace de son visage et sous la protection duquel il mangea ses biscuits. Pour le moment, le froid de l'espace était vaincu. Satisfait du feu, le chien s'était étendu assez près pour profiter de sa chaleur, assez loin pour éviter d'avoir le poil roussi. Quand l'homme eut fini, il bourra sa pipe et s'accorda le temps de fumer, à l'aise. Puis il remit ses moufles, appliqua fermement sur ses oreilles les rabats de sa casquette et s'engagea sur la piste qui longeait la branche gauche du ruisseau. Le chien déçu regardait le feu avec regret. Cet homme ne savait rien du froid. Peut-être toutes les générations de ses ancêtres avaient-elles été ignorantes du froid, du vrai froid, d'un froid de 107 degrés au-dessous du point du gel. Mais le chien savait. Tout son ascendance savait. Et il en avait hérité de ce savoir. Il savait qu'il n'était pas bon de se trouver dehors par un froid aussi terrible. C'était le moment de se blottir au fond d'un trou, dans la neige, et d'attendre qu'un rideau de nuages se déploie devant l'espace infini d'où venait ce froid. D'autre part, il n'existait aucune réelle intimité entre le chien et l'homme. L'un était l'esclave de l'autre, et les seules caresses qu'il eût jamais reçues étaient celles du fouet, et des grondements rudes et menaçants qui annonçaient le fouet. Le chien ne fit donc aucun effort pour communiquer à l'homme son inquiétude. Il ne se souciait pas du bien-être de l'homme. C'était pour son propre bien qu'il regrettait le feu. Mais l'homme siffla et fit parler le fouet, et le chien revint se mettre sur ses talons et le suivit.
L'homme mordit un morceau de chic et commença de se fabriquer une nouvelle barbe d'ambre. En outre, son haleine humide eut vite poudré de blanc sa moustache, ses sourcils et ses cils. Il ne semblait pas y avoir autant de sources sur la branche de gauche du Anderson. Et, pendant une demi-heure, l'homme ne vit aucun signe. Et puis cela arriva, à un endroit que rien ne distinguait, où la neige lisse et régulière paraissait garante d'un sol ferme. L'homme s'enfonça. Alors ce n'était pas profond. Il se mouilla les jambes à mi-mollet avant de gagner tant bien que mal la surface dure. Il était furieux et maudit à haute voix sa malchance. Il avait espéré rejoindre les autres au camp à 6 heures, et ceci lui ferait perdre 1 heure, car il lui faudrait construire un feu et faire sécher ses bas et ses chaussures. C'était une nécessité absolue à une température aussi basse. Cela, il le savait. Il se dirigea vers la berge et la gravit. En haut, emmêlé dans le sous-bois parmi les troncs de plusieurs petits sapins, il trouvera du bois mort déposé par les hautes eaux. Bâtons et brindilles surtout, mais aussi d'assez grands bouts de branches et de fines herbes sèches de l'année précédente. Il rangea sur la neige quelques rondins. Ceux-ci serviraient de base et empêcheraient la jeune flamme de se noyer dans la neige, qu'autrement elle ferait fondre. Cette flamme, il l'obtint en appliquant une allumette, un fragment d'écorce de bouleau qu'il sortit de sa poche et qui s'enflamma plus volontiers encore que du papier. Après l'avoir placé sur les rondins, il alimenta la petite flamme à l'aide de pincées d'herbes sèches et de minuscules brindilles. Il s'appliquait avec une prudente lenteur, une conscience aiguë du danger. Peu à peu la flamme prenant des forces, il augmenta la taille des bouts de bois avec lesquels il la nourrissait. Accroupi dans la neige, il tirait des branchettes du fouillis de bois mort et les posait directement sur la flamme. Il savait qu'il ne pouvait risquer un échec. Quand il fait 75 degrés au-dessous de zéro, on ne peut pas échouer dans sa première tentative de construire un feu. En tout cas, pas avec les pieds mouillés. Si on a les pieds secs et qu'on échoue, on peut courir sur la piste pendant un demi-mile afin de raviver sa circulation. Mais on ne peut pas raviver en courant la circulation des pieds mouillés et glacés quand il fait moins 75. C'est vite que l'on court, les pieds mouillés n'en gèleront que plus fort. Tout cela, l'homme le savait. Le vieux de Sulphur Creek lui avait parlé à l'automne, et à présent, il appréciait ses conseils. Déjà ses pieds avaient perdu toute sensibilité. Pour allumer son feu, il avait été obligé d'ôter ses moufles et ses doigts s'étaient aussitôt engourdis. Tant qu'il marchait à son allure de 4 miles à l'heure, son cœur lui avait pompé le sang vers la surface du corps et vers toutes ses extrémités. Mais à peine s'était-il arrêté, que l'action de la pompe avait ralenti. Le froid de l'espace s'abattait sur le bout non protégé de la planète, et lui, qui se trouvait sur ce bout non protégé, en était frappé de plein fouet. À l'intérieur de son corps, le sang reculait devant ce froid. Le sang était vivant, comme le chien, et comme le chien, il voulait s'abriter et se protéger de ce froid terrifiant. Tant que l'homme avait marché à 4 miles à l'heure, il avait pompé ce sang, bon gré mal gré, vers la surface. Mais à présent, le sang se retirait vers les tréfonds du corps. Les extrémités furent les premières à sentir son absence. Les pieds mouillés gelèrent plus vite, et les doigts exposés s'engourdirent plus vite, bien qu'ils n'eussent pas encore commencé à geler. Le nez et les joues gelaient déjà, et toute la peau du corps se glaçait d'avoir perdu son sang. Mais il n'était plus en danger. Ses orteils, son nez et ses joues ne seraient que touchés par les gels, car le feu commençait à flamber fort. Il l'alimentait avec des baguettes grosses comme le doigt. Encore une minute et il pourrait le charger de branches grosses comme son poignet, et alors il pourrait se déchausser, tandis que ses bas et ses mocassins mouillés sécheraient, réchauffer ses pieds nus devant le feu après les avoir, comme il se doit, frictionnés avec de la neige. Le feu avait pris. Il n'était plus en danger. Il se souvint des conseils du vieux de Sulphur Creek et sourit.
Ah, l'ancien avait exprimé avec beaucoup de gravité la loi selon laquelle nul homme ne doit voyager seul dans le Klondike au-dessous de -50. Eh bien, voilà, l'accident s'était produit, il était seul, et il s'était tiré d'affaire. Ces anciens ne sont que des femmelettes, certains d'entre eux, songea-t-il. Tout ce dont un homme a besoin, c'est de ne pas perdre la tête, et tout va bien. N'importe qui, s'il est un homme, peut voyager seul. Mais c'était surprenant, la vitesse à laquelle ses joues et son nez gelaient. Et il n'aurait jamais cru que ses doigts pourraient se raidir en si peu de temps. Raide il l'était, car il pouvait à peine les rapprocher pour saisir un bout de bois, et il lui paraissait étranger à son corps, à lui-même. Quand il touchait un bâton, il lui fallait regarder pour voir si oui ou non il le tenait. Le courant passait plutôt mal entre lui et le bout de ses doigts. Tout cela comptait peu, le feu était là, craquant et crépitant, promettant la vie avec chacune de ses flammes dansantes. Il se mit à délacer ses mocassins. Ils étaient enrobés de glace. Jusqu'à mi-hauteur de ses mollets, ses épaisses chaussettes allemandes ressemblaient à des fourreaux d'acier, et les lacets des mocassins avaient l'air de tiges de fer tordues et nouées, comme par quelque déflagration. Pendant un moment, il peina de ses doigts gourds, et puis, se rendant compte de la vanité de son entreprise, il tira son couteau de sa gaine. Mais il n'eut pas le temps de couper ses lacets. Cela arriva par sa faute, ou plutôt son erreur. Il n'aurait pas dû construire son feu sous le sapin. Il aurait dû le construire à découvert. Mais il avait trouvé plus commode de tirer des branches, des broussailles, et de les jeter directement sur le feu. Or l'arbre sous lequel il avait fait cela portait sur ses branches une masse de neige. Il y avait des semaines que le vent n'avait soufflé, et chaque branche était aussi chargée qu'elle pouvait l'être. Chaque fois qu'il tirait une brindille, l'homme avait communiqué à l'arbre une légère agitation. Oh, une agitation imperceptible en ce qui le concernait, mais suffisante pour provoquer la catastrophe. Tout en haut de l'arbre, une branche déversa son chargement de neige. Celui-ci tomba sur les branches, en dessous, et les fit verser à leur tour. La chute continua, s'accéléra, s'étendit à l'arbre entier. Elle grossit comme une avalanche et descendit sans crier gare sur l'homme et sur le feu, et le feu anéantit. Là où il avait brûlé, gisait en désordre une cape de neige fraîche. L'homme était bouleversé. Il lui semblait qu'il venait de s'entendre condamné à mort. Demeura un moment assis, les yeux fixés sur l'endroit où s'était trouvé le feu. Et puis il devint très calme. Peut-être avait-il raison, l'ancien de Sulphur Creek, le vieux. Si seulement il avait eu un compagnon de piste, il ne serait pas en danger à présent, tout seul. Son compagnon aurait construit le feu. Eh bien, c'était à lui de le reconstruire, seul. Et cette seconde fois, il ne pouvait plus échouer. Même s'il réussissait, il perdrait sans aucun doute quelques orteils. Ses pieds devaient être sérieusement gelés maintenant, et un certain temps s'écoulerait avant que le second feu soit prêt. Telles étaient ses réflexions, mais il ne réfléchissait pas sans agir, pendant qu'elles lui passaient par l'esprit. Ah, il s'activait. Il installa une nouvelle base pour le feu, à découvert cette fois, là où nulle arme ne pouvait traîtreusement l'éteindre. Ensuite, il ramassa des herbes sèches et de menus brindilles dans le fouillis déposé par la crue. Il ne pouvait pas serrer les doigts pour les en retirer, mais il parvenait à les saisir par poignées. S'y trouvaient aussi mêlés de nombreux bouts de bois pourris et de mousse verte, indésirable. Mais il ne pouvait faire mieux. Il travailla avec méthode et rassembla même une brassée des plus grosses blanches pour plus tard, quand le feu aurait pris. Et pendant tout ce temps, le chien restait assis à le suivre des yeux.
avec une sorte d'impatience mélancolique dans le regard, car il le considérait comme le maître du feu, et le feu était lent à venir. Lorsque tout fut prêt, l'homme plongea la main dans sa poche pour y prendre un second morceau d'écorce de bouleau. Il savait que l'écorce était là, et, bien qu'il ne pût le sentir au bout de ses doigts, il entendait son froissement sec sous ses tâtonnements. En dépit de tous ses efforts, il n'arrivait pas à le saisir. Et pendant tout ce temps, il gardait conscience de ce qu'à chaque instant ses pieds gelaient. À cette idée, il se sentit envahi par la panique, mais il domina et recouvra son calme. Il remit ses moufles en les tirant avec ses dents et agita les bras d'avant en arrière en se frappant les mains de toutes ses forces contre ses côtés. Il fit cela aussi, et puis se mit debout pour le faire, et toujours le chien restait assis dans la neige. Son panache de loup, chaudement enroulé sur ses pattes de devant, ses oreilles pointues dressées, observant l'homme avec une attention intense. Et l'homme, tout en gesticulant et en se battant des bras et des mains, éprouva une grande bouffée d'envie à la vue de cette créature, bien au chaud et en sécurité sous son manteau naturel. Au bout d'un moment, il devina les premiers signes lointains d'une sensation au bout de ses doigts. Le léger picotement s'accentua pour se transformer en une douleur cuisante, atroce, que l'homme accueillit néanmoins avec satisfaction. Il ôta la moufle de sa main droite et prit dans sa poche l'écorce de bouleau. Les doigts exposés s'engourdissaient rapidement. Ensuite, il prit son paquet d'allumettes soufrées. Mais le formidable froid avait déjà chassé toute vie de ses doigts. Dans l'effort qu'il fit pour séparer une allumette des autres, le paquet entier tomba dans la neige. Il essaya de l'y ramasser, mais n'y parvint pas. Les doigts morts ne pouvaient ni toucher, ni saisir. Il fut très prudent. Il chassa de son esprit la moindre pensée pour ses pieds, son nez et ses joues en train de geler, et se consacra de toute son âme aux allumettes. Se servant du sens de la vue au lieu de celui du toucher, il regarda attentivement ses doigts, et quand il les vit de part et d'autre du petit fagot, il les referma. C'est-à-dire qu'il voulut les refermer, car le courant ne passait plus et les doigts n'obéissaient pas. Il renforça sa main droite dans sa moufle et la frappa sauvagement contre son genou. Ensuite, de ses deux mains gantées, il ramassa la botte d'allumettes, en même temps que beaucoup de neige, et la laissa tomber sur ses genoux. Mais il n'était guère plus avancé. Après quelques manipulations, il réussit à coincer la botte entre les paumes et ses moufles, et ainsi à la porter à sa bouche. La glace craqua et explosa, quand au prix d'un violent effort, il écarta les lèvres. Il rentra la mâchoire inférieure, retroussa la lèvre supérieure et racla de ses dents du dessus du fagot d'allumettes afin d'en détacher une. Il y parvint et la laissa tomber sur ses genoux. Il n'était pas plus avancé. Il ne pouvait pas la ramasser. Alors il eut une idée. Il la ramassa avec ses dents et la frotta contre sa jambe. 20 fois il gratta avant de réussir à l'allumer. Lorsqu'elle flamba, il la tint avec ses dents contre l'écorce de bouleau. Mais le soufre brûlant lui montait aux narines et dans les poumons, provoquant une toux spasmodique. L'allumette tomba dans la neige et s'éteignit. Le vieux de Sulphur Creek avait raison, songea-t-il alors, en un moment de désespoir vite maîtrisé. Au-dessous de -50, un homme ne devrait pas voyager seul. Il se frappa les mains, mais sans susciter la moindre sensation. Soudain, il les dénuda toutes les deux, en ôtant les moufles avec ses dents. Il coinça toute la botte entre ses paumes. Les muscles de ses bras n'étant pas encore gelés, il put serrer fortement les paumes sur les allumettes. Alors il frotta la botte sur sa jambe. Elle s'embrasa. 70 allumettes souffraient d'un coup. Et il n'y avait pas de vent pour les éteindre. La tête inclinée de côté, pour éviter les fumées suffocantes, il s'approcha de l'écorce de bouleau, ce fagot flamboyant. Tandis qu'il l'y maintenait, il prit conscience d'une sensation au creux de sa main. Sa chair brûlait, en profondeur, sous la surface il le sentait.
La sensation se transforma en douleur, devint aiguë. Pourtant, il tint bon et continua de présenter maladroitement la flamme des allumettes aux morceaux d'écorce qui refusaient de prendre feu car ses mains brûlantes gênaient et en absorbaient la plus grande partie. Enfin, quand il ne put en supporter davantage, il écarta brusquement les mains. Les allumettes embrasées tombèrent en chuintant dans la neige, mais l'écorce de bouleau flambait. Il commença à poser des herbes sèches et de menus brindilles sur la flamme. Il ne pouvait guère choisir car il lui fallait saisir les combustibles entre ses paumes. Des fragments de bois pourris et de mousse verte se mêlaient aux brindilles. Il les enlevait tant bien que mal avec ses dents. Il cajolait sa flamme avec soin et gaucherie. Elle représentait la vie. Il ne devait pas périr. Refroidi en surface par la fuite du sang dans ses profondeurs, son corps fut saisi de frissons et sa gaucherie empira. Un gros lambeau de mousse verte tomba en plein sur le feu naissant. Il essaya de le chasser avec ses doigts, mais un frisson le secoua tout entier. Son geste fut dévié, et il disloqua les petits foyers, les herbes et brindilles, en train de brûler. Tous s'éparpillèrent. Il s'efforça de les rassembler, mais en dépit de sa tension extrême, il ne put maîtriser ses tremblements, et les braises minuscules furent irrémédiablement dispersées. Chacune exhala une bouffée de fumée et s'éteignit. Le maître du feu avait échoué. Il promena autour de lui un regard apathique et aperçut le chien, assis de l'autre côté des ruines du feu, dans la neige, qui s'agitait d'un air inquiet, le dos rond, soulevant légèrement une patte de devant, puis l'autre, et faisant passer son poids de l'une à l'autre avec une impatience désenchantée. La vue du chien lui mit en tête une idée folle. Il se souvient de l'histoire d'un homme qui, perdu dans le blizzard, avait tué un bouvillon et s'était réfugié dans sa carcasse et ainsi avait été sauvé. Il allait tuer le chien et enfouir ses mains dans la chaleur de son corps jusqu'à ce que leur engourdissement cesse. Alors il pourrait construire un autre feu. Il parla au chien, l'appela, mais dans sa voix résonnait une peur étrange qui effraya l'animal, car jamais il n'avait entendu l'homme parler ainsi. Il se passait quelque chose, et sa nature méfiante devinait un danger. Il ne savait pas quel danger, mais au fond de son cerveau, quelque part, se dressa la crainte de l'homme. Au son de cette voix, ses oreilles s'aplatirent, son dos s'arrondit davantage, et ses clandidements devinrent plus prononcés. Mais il refusa d'approcher. L'homme se mit à quatre pattes et rampa vers le chien. Cette position inaccoutumée renforça les soupçons de l'animal, qui s'écarta furtivement. L'homme s'assit dans la neige pendant quelques instants et lutta pour recouvrer son calme. Ensuite, il remit ses moufles en les tirant avec ses dents et se mit debout. Il regarda d'abord à terre pour s'assurer qu'il était vraiment debout, car l'absence de sensation dans ses pieds le privait du contact avec le sol. À elle seule, sa position verticale commença à dissiper l'appréhension du chien. Et quand il lui parla avec autorité, d'une voix où s'entendait le claquement du fouet, le chien retrouvera sa soumission habituelle et vint vers lui. Lorsqu'il fut à sa portée, l'homme perdit la tête. Il lança le bras vers le chien et éprouva une réelle surprise en s'apercevant qu'il ne pouvait rien empoigner, que ses doigts raidis ne sentaient plus rien. Il avait oublié un instant que ses mains étaient gelées et qu'elles gelaient de plus en plus. Tout cela avait été rapide et avant que l'animal ait pu s'esquiver. Il lui entoura le corps de ses bras. Il s'assit dans la neige en tenant serré contre lui le chien qui grondait, gémissait et se débattait. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, rester assis là, en maintenant le chien ainsi embrassé. Il se rendit compte qu'il ne pourrait pas le tuer. Il n'en avait aucun moyen. Avec ses mains impotentes, il ne pouvait ni dégainer, ni empoigner son couteau, non plus qu'étrangler l'animal. Il le lâcha, et le chien affolé s'écarta d'un bond, la queue entre les jambes et grondant toujours. Il s'arrêta à 40 pieds de l'homme et l'observa avec curiosité, les oreilles pointées en avant. L'homme baissa les yeux vers ses mains afin de les repérer. Cela lui parut bizarre qu'on pût avoir besoin de ses yeux pour découvrir où étaient ses mains. Il se mit à agiter les bras, d'avant en arrière, en battant contre ses flancs, ses mains dans les moufles.
Il fit cela pendant 5 minutes, avec violence, et son cœur pompa assez de sang vers la surface de son corps pour qu'il cessât de grelotter. Mais nulle sensation ne revenait dans ses mains. Il avait l'impression qu'elles pendaient, telles des masses, au bout de ses bras, mais quand il tentait d'analyser cette impression, il ne la trouvait pas. Une appréhension mortelle le gagna, sourde et oppressante. Elle grandit aussitôt, angoissante, avec la conscience qu'il ne s'agissait plus seulement de ses doigts et d'orteils gelés, ni même de la perte de ses mains et de ses pieds, mais d'une question de vie ou de mort, et que la chance était contre lui. À cette idée pris de panique, il se lança au pas de course sur la piste abandonnée qui remontait le lit du ruisseau. Le chien le rattrapa et resta derrière lui. Ah, il courait en aveugle, sans intention, en proie à une peur comme il n'en avait jamais connue de sa vie. Peu à peu, à force de peiner et de trébucher dans la neige, il recommença à voir autour de lui les berges du ruisseau, les amas de bois morts, les trembles dénudés et le ciel. Courir lui avait fait du bien. Ah, il ne grelottait plus. Peut-être que s'il continuait, ses pieds dégèleraient. Et de toute façon, s'il courait assez loin, il rejoindrait le camp et les copains. Nul doute qu'il allait perdre quelques doigts, quelques orteils et une partie du visage, mais les copains s'occuperaient de lui quand il arriverait et sauveraient ce qui restait, ce qui resterait. Et en même temps, l'idée lui demeurait en tête que jamais il ne reverrait le camp, ni les gars, que trop de miles l'en séparaient, qu'il était déjà trop pris par le gel, et qu'il serait bientôt raide mort. Cette idée, il la chassa au fond de son esprit et refusait de s'y attarder. De temps à autre, elle le poussait au premier plan et exigeait d'être entendu, mais il la chassait à nouveau et s'efforçait de penser à autre chose. Il trouvait surprenant qu'il pût courir sur des pieds si gelés qu'il ne les sentait pas frapper le sol de tout le poids de son corps. Il avait l'impression de voler au ras de la surface et de n'avoir aucun contact avec la terre. Un jour, quelque part, il avait vu un mercure ailé, et il se demanda si Mercure ressentait la même chose que lui lorsqu'il volait à fleur de terre. Son idée de courir jusqu'au camp et aux copains n'avait qu'un défaut. L'endurance lui manquait. Plusieurs fois il trébucha, et finalement il chancela, perdit l'équilibre et tomba. Quand il essaya de se relever, il n'y arriva pas. Et il lui fallait rester assis et se reposer, se dit-il. Et ensuite il se contenterait de marcher sans plus s'arrêter. Tandis qu'il reprenait haleine, il constata qu'il éprouvait une sensation de chaleur et de bien-être. Il ne frissonnait plus, et il lui semblait même qu'une douce tiédeur rayonnait dans sa poitrine et son buste. Et pourtant, quand il touchait son nez ou ses joues, il ne sentait rien. La course ne les dégèlerait pas. Elle ne dégèlerait pas non plus ses mains ni ses pieds. Il pensa alors que les parties gelées de son corps devaient être en train d'augmenter. Il tenta de repousser cette idée, de l'oublier, de penser à autre chose. Ah, il était conscient du sentiment de panique qu'elle provoquait, il craignait la panique. Mais l'idée s'imposait, persistait, finit par susciter une vision de son corps entièrement gelé. C'en était trop, et il se relança dans une course folle sur la piste. À un moment, il ralentit l'allure. Mais à l'idée du gel en train de progresser, il se remit à courir. Et pendant tout ce temps, le chien courait avec lui, sur ses talons. Quand il tomba une deuxième fois, l'animal enroula sa queue sur ses pattes de devant et s'assit devant lui, attentif, plein d'une curieuse impatience. Il avait chaud, il n'était pas en danger. Pris de colère, l'homme l'injuria, et le chien, pour l'apaiser, aplatit ses oreilles. Cette fois, les tremblements revenaient plus vite. Dans sa lutte contre le froid, l'homme était en train de perdre. Cette constatation le poussa à repartir. Mais il ne courut guère qu'une centaine de pieds avant de trébucher et de tomber de tout son long. Ce fut sa dernière panique. Lorsqu'il eut repris haleine et recouvré le contrôle de soi, il s'assit et accueillit dans ses pensées la notion d'un affrontement digne avec la mort. Ce n'est pas dans ces termes, néanmoins,
que cette notion lui était apparue. À son idée, il s'était comporté comme un sot, à courir ainsi, tel un poulet décapité. Voilà la comparaison qui s'était imposée à lui. Eh bien, puisqu'il allait geler de toute façon, autant faire face décemment. Avec cette paix d'esprit toute neuve, vinrent les premiers vacillements de somnolence. Bonne idée, pensa-t-il, de s'endormir dans la mort. C'était comme si l'on prenait un anesthésique. Geler n'était pas aussi désagréable qu'on le pensait, il y avait beaucoup de façons plus pénibles de mourir. Il se représenta les copains découvrant son corps le lendemain. Soudain il se vit avec eux, qui remontaient la piste, en se cherchant lui-même. Et toujours avec eux, à un détour de chemin, il se découvrait étendu, comme ça, là, dans la neige. Il ne faisait plus partie de lui-même, car en ce même temps, il était là, en dehors, debout avec les copains, en train de se regarder lui-même dans la neige. Sûr qu'il fait froid, pensa-t-il. Quand il rentrerait aux États-Unis, il pourrait raconter aux gens ce que c'est qu'un vrai froid. De là, ses pensées dérivèrent, et une vision de l'ancien de Sulphur Creek. Il le voyait nettement, à l'aise et au chaud, en train de fumer la pipe. « T'avais raison, vieille brique, t'avais raison, marmonna-t-il à l'ancien de Sulphur Creek. Ensuite, l'homme sombra dans un sommeil qui lui parut le plus agréable et le plus satisfaisant qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref s'achevait en un long et lent crépuscule. Rien n'indiquait qu'un feu allait être construit, et d'ailleurs dans toute son expérience de chien, jamais un homme n'était resté assis, ainsi dans la neige, sans faire de feu. L'obscurité venant, son désir angoissé de feu eut raison de lui. Et, avec force, clandinement sur ses pattes de devant, il se mit à gémir tout bas, puis coucha ses oreilles dans la crainte d'une réprimande. Mais l'homme demeurait silencieux. Plus tard, le chien gémit avec force. Et plus tard encore, il s'approcha de l'homme en rampant et flaira l'odeur de la mort. Il recula, le poil hérissé. Il tarda encore un peu, en hurlant aux étoiles qui sautaient, dansaient et scintillaient dans le ciel glacé. Et puis il se détourna et partit au trot sur la piste en direction du camp qu'il connaissait, où se trouvaient les autres dispensateurs de nourriture et maîtres du feu. Voilà Dorian, c'est une nouvelle, bien entendu un peu triste, mais il y a une petite morale dans cette histoire. C'est que finalement, l'amitié, avoir un ami, écouter les anciens, ça permet parfois de se sauver la vie. Allez, je te souhaite une bonne nuit et bravo pour tes 13 ans, tu grandis. Salut mon grand.